Voilà comment Dalton voyait l'atome, une particule indivisible et solide qui constitue la matière. Par la suite, Thomson a découvert l'électron à l'aide de l'expérience du tube cathodique. Il a ainsi postulé que les électrons étaient une sorte de soupe positive dans laquelle baignaient des charges négatives. Il a appelé ce modèle le modèle du plum pudding. A l'aide de l'expérience de la feuille d'or, Rutherford a cherché à valider ce modèle, mais les résultats obtenus l'ont au contraire invalidé. L'expérience consistait à envoyer des particules alpha sur une feuille d'or et à observer leur impact sur un capteur. D'après le modèle de Thomson, ces particules auraient dû traverser la feuille d'or sans être déviées, mais certaines d'entre elles ont été déviées à plus de 90 degrés. Rutherford en conclut donc que l'atome est majoritairement constitué de vide, mais qu'il possède un noyau massif chargé positivement qui repousse les particules alpha. Il propose alors un modèle dit planétaire dans lequel l'atome est constitué d'un noyau positif autour duquel gravitent des charges négatives. C'est ainsi que Bohr a basé son modèle sur celui de Rutherford. Mais attends, j'ai une petite question. Parce que les charges plus et moins s'attirent. Alors pourquoi les électrons ne s'écrasent pas sur le noyau ? C'est quoi ? On va faire un peu de physique. En fait, le fait que les charges positives et négatives s'attirent est dû à la force de Coulomb qui est une force centrale. Maintenant qu'on a une force, on y applique le principe fondamental de la dynamique, ce qui nous donne une accélération. Puisque le mouvement est circulaire et uniforme, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire de notre électron et notre accélération est perpendiculaire à la vitesse. On peut alors exprimer l'accélération en fonction de la vitesse et du rayon de la trajectoire et on isole le rayon pour obtenir son expression. La force étant centrale, son moment m est nul, celui-ci dérive du moment cinétique de l'électron. On en conclut donc que son moment cinétique est constant. A partir de là, Bohr va faire l'hypothèse que le moment cinétique de l'électron est quantifié. Il suppose que L0 est le produit d'une constante qu'on appellera plus tard h bar et d'un entier n. Par définition, le moment cinétique est égal au produit de la masse de l'électron par sa vitesse et par le rayon de son orbite, ce qui est constant. On en déduit l'égalité mRV qui est égale à nh bar et on obtient ainsi l'expression de la vitesse de l'électron. L'énergie mécanique de l'électron est la somme de son énergie potentielle et cinétique. On en déduit alors une énergie mécanique constante en fonction de chacun des rayons quantifiés que l'on note Rn. La compétition entre l'énergie cinétique et potentielle explique donc la stabilité de l'électron dans le modèle de Bohr. Puisque le rayon est quantifié, l'électron ne peut se trouver que sur certaines orbites autour du noyau. On parle alors de niveau quantique. Il faut fournir à l'électron une énergie suffisante pour qu'il puisse passer à une orbite supérieure. Chaque changement d'orbite correspond à une transition énergétique. Et quand l'électron arrive sur la dernière orbite et qu'on lui fournit encore de l'énergie, il se passe quoi ? Eh bien l'électron s'arrache de l'atome, on parle alors de ionisation. À chaque transition énergétique est associée une longueur d'onde qui varie en fonction des niveaux quantiques. L'expression de Rydberg lie longueur d'onde et niveau quantique. Rydberg pose une constante RH qui correspond à la valeur absolue du niveau énergétique fondamental, soit N1 égale 1 dans notre modèle. Pour qu'un électron passe à une orbite supérieure, il faut lui donner de l'énergie transportée par les photons. L'électron est alors excité et va chercher à retourner à son état stable. Il va alors émettre un photon et redescendre dans une orbite inférieure. Les photons absorbés et émis ont une longueur d'onde spécifique qui correspond à chaque transition énergétique. Pour simplifier un peu les choses, imaginons une cuvette dans laquelle se trouve une bille. Ici, la bille représente l'électron. Si on ne donne pas la bonne impulsion, celle-ci va bouger légèrement mais ne va pas réussir à sortir de la cuvette. Maintenant, mettons une énergie suffisante. La bille va sortir de la cuvette. Donc en résumé, l'atome de Bohr c'est comme la Terre et la Lune, avec un noyau et des électrons qui tournent autour quoi. Alors, ça y ressemble, mais c'est pas si simple que ça. D'une part, le modèle de Bohr n'est valide que pour les atomes avec un seul électron. De plus, on a le principe d'Heisenberg selon lequel on ne peut pas connaître la position et la vitesse d'une particule au même moment. Or, c'est exactement ce que postule le modèle de Bohr. Schrödinger a alors proposé un modèle probabiliste inspiré du modèle de Bohr. Au lieu de définir des orbites précises sur lesquelles les électrons doivent se trouver, il définit des zones dans lesquelles l'électron a 90% de chances de s'y trouver. Ces zones sont appelées orbitales atomiques. Il en existe de différentes formes comme celle-ci, les orbitales S et P. Même si le modèle de Bohr ne décrit pas parfaitement la réalité, celui-ci permet assez facilement de comprendre la stabilité des atomes et le comportement des électrons.